titre personnel, le RIC, on va être très clair, le RIC peut avoir différentes formes. Je ne crois pas, en France, à un gouvernement par le RIC. On va être très clair. Premièrement, le RIC posera rarement la question de la puissance. Et la puissance, c'est ce qui permet, parce que moi, tout le monde me dit, grâce au RIC, on va refaire de la France un petit paradis. Oui, mais un petit paradis, ça attire les convoitises, camarade. Comment tu le protèges, ton petit paradis? Parce que si ton paradis, c'est l'open bar pour toutes les mafias du monde, bah, je peux t'assurer que tu peux faire tous les RIC que tu veux. Deuxième chose, la bourgeoisie en France ne, se, ne plie jamais. Pourquoi la Suisse utilise bien son système référendaire et pourquoi nous, ça va être très compliqué? Parce qu'en France, le camp qui a perdu ne l'accepte jamais. Marcel Gauchet le disait très bien. Et la bourgeoisie particulièrement ne l'acceptera pas parce qu'on sait déjà ce que le peuple veut. Il veut moins de taxes, oui, mais ça, c'est pas à la rigueur. Il veut surtout, il veut de la reconnaissance et le moyen pour un État désintéressé depuis le 19e siècle de reconnaître sa population, c'est le service public. C'est toute la logique, Maurice Soriot, etc., l'école du service public en droit, etc. Bon, point 1. Deuxièmement, ils veulent participer à leur destin. Nous savons par exemple qu'il y aura un RIC, si le RIC est autorisé, sur la peine de mort. Pourquoi pas? C'est les enfants du peuple qui meurent. Et on a déjà une petite idée de la réponse, parce qu'à Bah, travers les divers non mais sondages qui on a, sont cachés le plupart du temps. le doyen Badinter est un homme admirable, mais son œuvre de juriste m'a toujours laissé sceptique. Autant sa haine de la justice militaire que son action. Je rappelle qu'il a aboli la peine de mort après avoir été l'avocat de Patrick Henry. D'ailleurs, je sais que la bonne sœur qui a témoigné pour que cette ordure soit remise en liberté, ce qui nous a permis de le remettre en tôle et de le relibérer après à cause de la loi Kouchner sur les détenus âgés, ce qui lui a permis, lui, de vivre tranquillement et de mourir de sa belle mort. Je rappelle que le petit garçon, lui, n'a pas eu cette chance. Il a appelé son papa jusqu'à la dernière seconde. D'accord? Ok? Bien. Que la connasse de bonne sœur, qui me pardonnera ça, parce qu'elle a bien pardonné la mort d'un enfant, elle peut pardonner connasse. Si elle pardonne, d'ailleurs, j'en ai un ou deux autres à son actif. Mais va se faire du pognon en écrivant un livre qui va être publié, là, en disant, machin, il valait mieux que ça. Bah oui. Moi, j'ai une idée très précise de ce qu'il valait. Tu vois, j'ai une idée très précise de ce qu'il valait. Tu vois, si tu veux, monter-porter, corde à piano. Mais bon, je suis désolé, ça a été fait sans référendum. Qu'est-ce que sont les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes sont les enfants de la plaie du peuple du 29 mai 2005. La bourgeoisie ne plie jamais à la démocratie en France. Or, je suis désolé, un référendum a été organisé, vous l'avez perdu. Vous n'en avez pas tiré les conséquences. Vous avez donc ouvert, par une fraude à la Constitution, ce qu'on appelle un coup d'État, vous avez ouvert la voie d'une guerre civile, larvée, et peut-être chaude à un moment. Point. Ensuite, le peuple, parce que le peuple est fondamentalement légitimiste pour une raison, c'est qu'il n'a pas envie de violence parce qu'il sait que la violence s'exercera d'abord contre lui. Ils ont essayé par les partis dits populistes. Ils ont été trahis par ces partis dits populistes. Ça vous dit rien, n'est-ce pas? Bien. Et donc, en réalité, les Gilets jaunes, en plus, sont un mouvement qui, en histoire politique, est extraordinaire. Vous pouvez vous dire à quel jour, quelle heure il est né. Il est né un 4 mai, vers 22h30, quand tout était plié. Quand la porte-parole des populistes s'est couchée devant le porte-parole des mondialistes. Eh bien, le peuple est passé à l'action directe. Point. C'est tout. C'est ça les Gilets jaunes. C'est des gens qui ont été trahis par l'entièreté du système et qui demandent juste qu'on leur rende leur pays. Point. Ensuite, et c'est d'ailleurs pour ça qu'une large part de la droite identitaire, quand on voit, je vous conseille de suivre les comptes de journalistes à valeurs actuelles qui dégueulent sur les Gilets jaunes de manière ignoble. Pourquoi? Parce que les Gilets jaunes ne veulent pas, contrairement aux braves petits baveux de valeurs actuelles, casser de l'arabe. Vous avez remarqué d'ailleurs que les revendications ethniques sont quasiment absentes du mouvement. Eux, ils veulent pas
que des immigrés qui arrivent aient plus de droits qu'un Français chez lui. Jusque-là, excusez-moi, moi j'ai vécu à l'étranger, je peux vous assurer que quand j'étais au Cambodge, j'ai pas revendiqué les mêmes droits que le Khmer natif. Hein. Parce que sinon, je sais à quelle profondeur on me les aurait mis. Donc, c'est normal. On préfère les siens aux autres. C'est normal. Moi, chez moi, je préfère ma fille à ta sœur. Normal. Non mais, logique. Si vous voulez, tout ceci relève de la logique. Bon. Donc, et toute une partie de la droite radicale déteste les gilets jaunes à cause de ça. Parce qu'en réalité, le bon peuple, ce qu'il veut, il veut même pas l'égalité sociale, il veut la reconnaissance. Avant tout. Nous existons. C'est notre pays. Ce pays repose sur nous. C'est pour ça que c'est un mouvement de travailleurs pauvres. Ceux sans qui la France ne tourne pas. Parce que la France, c'est quoi les gilets jaunes? C'est les chauffeurs routiers, c'est des nanas qui sont caissières, magasinières. Généralement mères célibataires. La France ne tourne pas sans ces gens-là. La France, au contraire, tourne très bien sans M. Ghosn, qui vient de passer, je crois, 60 jours, plus de 30 jours de détention. Les usines Renault tournent bien sans lui. Alors que si tous les ouvriers de Renault se mettent en grève, il n'y a rien qui sort des usines. Carlos Ghosn est en tôle, on s'en fout. Sauf sa diététicienne, puisqu'a priori le régime riz et thon lui va très bien. Donc, merci aux cuisiniers de Etsashimi des tôles japonaises de veiller à la santé et au débouchage des artères d'un de nos oligarques. Le régime des poissons. Mais si vous le voulez, gardez-le. Hein. De toute façon, il vivra plus longtemps dans vos tôles qu'avec le régime qu'il avait jusque-là. Hein. Donc, et après, en plus, il se plaint. Quel ingrat. Mais, vous comprenez? C'est un mouvement qui veut juste qu'on leur rende ce qu'on leur a volé. Rien de plus légitime. La seule chose, c'est que la bourgeoisie et cette manif de trolls qui d'ailleurs s'est fait tellement troller qu'on se souviendra que de ces pauvres 2500 ou 3000 vieillards, parce que je veux pas être méchant, mais là vous aviez affaire à ceux qui ont fait 68, c'est-à-dire le parasitisme d'un certain âge. Une canicule, un hiver rigoureux, on n'en parlera plus. Mais sincèrement, repensez à vos soi-disant positions morales sur l'euthanasie. Repassez-les-vous. Et après, dites-moi que... Hein, revoyez Soleil Vert. Ça a aussi de bons côtés comme film. Donc, c'est cette classe-là qui veut la guerre avec le reste de la population. Elle en paiera les conséquences. Très clairement. La seule chose, c'est qu'elle veut utiliser la partitocratie. Et la partitocratie fait tout pour lui plaire. Regardez par exemple cette extraordinaire tendance à la prostitution face à la rente des partis populistes européens qui ne feront que 15% de l'hémicycle en juin prochain. Tout ça pour ça. Tout ça pour aller au tapin. Et la seule chose qu'ils vont réussir à faire, c'est à remplacer en nombre les délégations britanniques partantes. Tout ça pour ça. Mais comme disait Léon Bloch, quand t'as déjà chié dans ton froc, tu peux pisser dedans. Donc, le RIC doit être ce qui va être conservé des Gilets jaunes. La seule chose, c'est de le penser intelligemment. On ne peut pas gouverner à coup de RIC. Premièrement, je vais vous dire sincèrement, imaginez, vous faites 4 RIC, les uns à la suite des autres. Au quatrième, vous avez 15% de participation. Et là, votre truc est mort. Votre truc est mort. Parce que les Français ne vont pas aller aux urnes comme les Suisses, ça va les lourder. En plus, vous allez avoir une classe qui ne sera pas contente, qui voudra faire des RIC, des contre-RIC, etc. Donc, le RIC révocatoire, même chose. On ne pourra plus nommer un fonctionnaire, il y aura un RIC contre lui 2 mois plus tard. Et on retourne sous la 4ème République. Et après, vous allez avoir un césarisme, c'est-à-dire un homme ou un parti qui va prendre le pouvoir et interdire tout pouvoir populaire. Je rappelle, parce qu'on me dit, oui mais le RIC ça va être le bordel. Pas nécessairement, je vous rappelle que c'est l'homme d'État le plus fort du XXe siècle qui a donné aux Français le référendum contre toute la soi-disant tradition républicaine. C'est le général de Gaulle qui a donné le référendum aux Français.
Alors vous me direz, c'est un référendum entre le souverain et le peuple, et donc du peuple vers le souverain. Certes, mais premièrement, déjà, cette analyse est en partie fausse, vu que quand le peuple a dit non, le souverain est parti. Alors qu'il avait fait un référendum qui vous aurait été utile, et que depuis vous arrêtez pas de chialer, parce que papa est parti. C'est con. Or, je pense que le RIC révocatoire, faut éviter. Le tirage au sort sera beaucoup plus simple dans pas mal de, dans pas mal de, dans une partie du Sénat, surtout dans les agences. Par exemple, les agences de contrôle des aliments ou les agences de contrôle des médicaments. Le tirage au sort sera beaucoup plus facile que le RIC, premièrement. Deuxièmement, on doit pouvoir faire des RIC sur tout, sauf ce qui met en danger le pays. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez avoir certainement des gens qui vont vouloir utiliser le RIC pour détruire l'installation nucléaire de la France. Et quand la France sera mise entre les mains de puissances étrangères plus polluantes, parce qu'utilisant le charbon, je pense au Schleu en particulier, les mêmes se seront barrés, parce que pour beaucoup, c'est malheureusement le cas d'une partie des écologistes, ce sont des agents des Grünen allemands. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il faut avoir des conditions d'accès au RIC. Premièrement, un certain nombre de signatures. Deuxièmement, un certain temps, avec égalité de temps de parole total pour le oui, pour le non. Et surtout, un temps qui est, voilà, ce sujet-là a été traité par RIC d'une certaine façon. On se donne 2 ans avant de revoter dessus. Parce que sinon, ça va entretenir la guerre civile. Je vous donne un exemple. La peine de mort. La peine de mort, vous allez avoir les droits de l'homiste qui adorent la racaille, qui vont dire pourquoi, qui vont vouloir faire voter pour, et après vous allez avoir les parents des victimes qui vont refaire voter pour, et contre, et pour, et pour, et contre, etc. Ça va devenir invivable. Vous comprenez? Ensuite, c'est aussi à l'élite de se responsabiliser de 2 manières. Premièrement, je pense que dans la réforme constitutionnelle que nous allons devoir faire, pour restaurer la Ve République dans sa majesté, il va falloir créer, comme on a créé un domaine réservé de la loi et du règlement, enfin surtout un domaine réservé de la loi pour qu'elle n'empiète pas sur le domaine réglementaire, un domaine du référendum, c'est-à-dire ce qui a été décidé par référendum n'est plus touchable que par référendum, et uniquement par le référendum d'appel direct au peuple. C'est-à-dire on déconnecte totalement les chambres, le parlementarisme s'est totalement viandé en France, ils ont trahi, terminé. D'ailleurs, je rappelle que M. Mariani et M. Garot, d'ailleurs, ont voté tous les deux la trahison au traité de Lisbonne, hein, je le rappelle au passage. Donc le parlementarisme s'est complètement viandé. Et je pense qu'il faut le faire garantir par une cour constitutionnelle, certes, mais avec des objectifs très précis. Premièrement, pas de texte flou, donc les préambules, les droits de l'homme, les machins, etc. La Constitution et seulement le texte de la Constitution, point 1. Pas de pouvoir prétorien, donc pas de création de droit ex nihilo, pas de principes généraux du droit, toutes ces conneries, etc. Non, 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 non. La Constitution est rien que la Constitution. Point 3, la Constitution, il faut, quand vous donnez un pouvoir d'interprétation aux chambres, il faut donner un sens à l'interprétation. L'interprétation doit toujours aller vers le surcroît de souveraineté de la Constitution. Et dedans, vous pourriez reprendre le texte de la 5e, y ajouter 2-3 éléments sympathiques, comme l'amendement Mazot qui nous permet la loi postérieure à un traité ratifié lui est supérieure, terminé, comme ça. Et après, on commence à effacer les conneries de droit communautaire et autres. Voilà. Et par contre, ce qui est décidé par référendum appartient au domaine du référendum. Point. Les chambres n'y touchent plus. Et le rôle de la Cour constitutionnelle est de veiller à ce que les chambres n'empiètent pas sur le domaine du pouvoir populaire. Qui lui d'ailleurs aura en partie sa chambre par le tirage au sort, vu que le Sénat est une anomalie démocratique, mais il faut quand même que vous vous rendiez compte que c'est le Sénat qui, dans l'affaire Alstom, a attaqué Macron, c'est le Sénat qui fait les textes les plus juridiques. Pourquoi? Parce qu'eux, justement, ne sont pas dans la prochaine réélection, vu qu'ils sont au suffrage indirect. Donc d'un côté, vous pourrez garder un quorum de sénateurs qui représentent les territoires, et tout le reste au tirage au sort. Ça donnerait la respiration dont nous avons besoin. La seule chose, c'est de ne pas traiter le RIC comme une espèce de réponse à tout, de totem ou de fétiche,
qui le rendrait inopérant. Et n'oubliez pas une chose, RIC ou pas, tant que vous n'avez pas la souveraineté, vous n'êtes rien. Donc, vous ne pouvez, si vous voulez, vous pourrez décréter ce que vous voulez par RIC. Si le président Juncker dit que c'est niet, c'est niet. D'accord ? Très bien, on va passer rapidement sur les européennes. Vous avez déjà fait un point rapide avec la liste éventuelle Gilets jaunes. On sait que la liste LR a été proposée récemment. Il y a aussi le cas du Rassemblement national autour de l'euro. Est-ce que vous voulez faire un petit point rapide là-dessus ? Alors, vous avez trois choses. Premièrement, nous avons donc la liste LR, donc Bellamy Danjean, donc l'alliance imbuvable de l'eau bénite et de la mafia albanaise. Donc, alors c'est très simple. On met de côté la petite nana qui est là pour faire jeune et jolie, parce que bon, il y a Morano et Dati derrière, donc jeune de moins en moins et jolie, je laisse aux borgnes et aux aveugles le droit de se prononcer. Et donc voilà, vous avez la trappe Cato, ça c'est pour tous ceux qui seraient tentés d'aller vers Dupont-Aignan, et vous avez la ligne LR, c'est-à-dire européiste, européiste, pro-Bosch, dans la haine de notre armée et de notre position stratégique, incarnée par Arnaud Danjean. Je renvoie à ceux qui veulent connaître le personnage à la très bonne vidéo de mon ami Xavier Moreau, qui lui avait réglé son compte, et au rapport Goldstone sur ce qu'on appelle les maisons jaunes. Ainsi bien sûr qu'aux écrits de Pierre Péan, qui est un peu comme le juge Van Rymbeck, qui est un personnage légendaire. Donc voilà. Voilà ce que vaut Monsieur Danjean, ses amis Hakim Tetchi et d'autres. Le scandale des Maisons Jaunes, c'est-à-dire qu'on a mis en pièces des civils serbes pour ravitailler la mafia albanaise en organes frais. Bon. Le rapport Goldstone nomme Bernard Kouchner et tous ceux qui ont eu une position d'autorité dans la zone à ce moment-là, y compris l'âme damnée de Bernard Kouchner, qui est M. Danjean. Donc voilà, lui il est là pour être un... Voilà, nous on peut sucer du casque à pointe mieux et plus fort, la preuve on a Danjean. Voilà, donc c'est avant tout un gage donné à la CDU. Bon, fort bien. Le Rassemblement national, il n'y a plus grand-chose à en dire. Je remarquerai juste une chose. Là où Emmanuel Macron lui va faire une liste pour s'allier avec M. Verhofstadt, hein, vous savez, le frère diabolique et défiguré de Bob l'éponge, M. Mariani, a ironisé sur le caractère d'alcoolique de M. Juncker. Alors il est vrai qu'il y a un côté Broly dans Jean-Claude Juncker, qui n'est pas tout à fait évident pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, parce qu'en réalité, il y a un côté poivreau légendaire chez JC. Si nous survivons à ce conflit, on racontera à nos enfants des comptines sur l'homme dont les plaies se désinfectaient toutes seules, etc. etc. Tu vois, la seule chose, c'est que, à titre personnel, moi, si je souligne ce qu'est Jean-Claude Juncker, c'est fondamentalement un pauvre type qui peut se noyer dans son whisky s'il en a envie. C'est pas l'homme, Jean-Claude Juncker, que j'attaque. C'est la domination qu'il a sur moi. C'est l'écrasement de mon peuple auquel il participe et dont il est la source en partie. Après que ce soit une cuve de vinasse et qu'on le sorte à intervalles réguliers de sa cuve de Jack Daniels, comme à l'époque on sortait Boris Yeltsin de sa cuve de vodka, à titre personnel, j'en ai strictement rien à foutre. Il vient d'un pays qui est le Luxembourg, dont je n'ai rien à foutre, et qui d'ailleurs en a rien à foutre de moi, et c'est tout à fait logique, hein, si vous voulez. Si on pouvait d'ailleurs rester dans le j'en ai rien à foutre de part et d'autre, ça pourrait être très utile. Si vous voulez, par contre, insulter Jean-Claude Juncker et accepter sa domination est inutile. Moi, vous savez, vous avez une phrase extraordinaire dans la guerre des étoiles, donc dans le premier Star Wars, hein, de Harrison Ford qui parle à Alec Guinness, donc qui joue Obi-Wan Kenobi vieux, et à un moment, Han Solo dit à Obi-Wan Kenobi, mais si nous essayons de repartir, le champ magnétique de l'étoile de la mort me rattrapera. Et Kenobi lui dit, fiez-vous à moi. Et l'autre répond, mais ce type est fou, j'étais certain qu'il allait me raconter un truc comme ça.
Et là, Kenobi dit, vous savez, quel est le plus fou des deux, le fou ou le fou qui le suit? Ben là, c'est pareil. Quel est le pire des deux? Juncker ou celui qui traite Juncker d'alcoolique tout en acceptant d'être dominé par un alcoolique? Moi, j'accepte pas d'être dominé, mais Juncker serait bien portant, j'en aurais rien à foutre, puisque je sais qu'après Juncker viendra un casque à pointe, là pour le coup, en ligne directe. Hein, les Bosch ne vont pas faire leur poubelle, ils vont mettre directement l'un des leurs. Moi, ce que je n'aime pas, c'est la domination. Quand bien même aurait-elle la meilleure, serait-elle, disons, plus avenante que celle, si vous voulez, d'un poivreau luxembourgeois. Voilà. Non mais, vous comprenez ce que je veux dire, c'est logique. Ça sert à rien d'insulter un homme dont on accepte la domination. Moi je l'insulte pas, je constate ce qu'il est, je n'ai pas envie de vivre sous la domination de ce type-là, je n'ai pas envie que mon peuple vive ça. Et ensuite, que lui veuille se la mettre à l'envers et terminer toi l'Auvergnat dans ta cuve tu mourras, eh ben que Dieu le Père t'emmène vers la murge éternelle. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien à foutre. Objectivement, que JC veuille se conserver comme les pruneaux, mais qu'il fasse ce qu'il veut. La seule chose, c'est pas au détriment des miens. Ça ne sert à rien de se plaindre d'un homme si on ne se plaint pas des chaînes que cet homme t'a mis ou que cet homme représente. Donc, si vous voulez, de la part en plus de quelqu'un qui, jusqu'à ce que plus personne ne veuille de lui sur une liste quelconque, tolérait très très bien la mise en esclavage de la France. Hein. Monsieur Mariani se gratte de patriotisme depuis qu'il est au Chaume-du. Hein. Point barre. Bon. Donc, si vous voulez, le grand problème qui se pose, c'est comment je vais vous dire ça? Qu'y a-t-il comme stratégie pour un patriote aux européennes? Aujourd'hui, on n'a plus que deux. C'est-à-dire soit le camp Frexit, soit de mettre en branle la dynamique du Pont-Aignan pour qu'il arrive, pour tenter au maximum qu'il soit le candidat de premier tour en 2022. Sinon, Emmanuel Macron est réélu. Ou alors Sarkozy revient. Bon. Et là, je vous le dis tout de suite, hein, voter Sarkozy pour faire barrage à Macron, c'est au-dessus de mes forces. Mais bon, mais en tout cas, voilà. Non mais, oui, il va nous refaire j'ai changé, il va nous refaire le coup des talonnettes plus compensées pour dire, vous voyez, j'ai tellement changé que j'en ai grandi, enfin bon, voilà, non, pour le coup, ça lui coûterait trop cher, parce qu'on remarque, quoique, c'est quand même elle qui a le pognon, donc on sait jamais, enfin bon, hein, quand on connaît un peu le caractère romantique de Nicolas, enfin tout ça, mais, non, parce que soit NDA est le candidat de premier tour, soit il est réélu. NDA ou Mélenchon, mais Mélenchon, maintenant qu'il a fait son choix de crever à gauche, bon bah ça y est, il est dans le cercueil et il est dans le cercueil avec Thomas Guénolé, quoi. Bon. Alors je sais pas ce qui est le pire, mourir, je sais pas ce qui est le pire, mourir ou mourir à côté de Guénolé, mais bon. Donc l'éternité avec Guénolé, donc voilà, point. Mélenchon a choisi sa mort. Ensuite, ou alors le camp Frexit, alors chacun fait son choix, soit Philippot, soit Asselineau. J'aurais tendance à dire que Asselineau est plus légitime et surtout a un appareil plus structuré. Donc voilà. Mais après, chacun est libre de faire tous ses choix. Vous avez fait un petit tour rapide sur la Cour constitutionnelle, donc on va passer à la question suivante. On vous demandait de faire un retour sur la loi de 1973. Donc vous êtes non, mais de toute façon, si vous voulez, moi, par exemple, tout le monde me demande pourquoi je parle plus de ce sujet-là, parce que ce sujet-là est un sujet à engueulade, où tout le monde voit une partie de la photo. Moi, je remarque que tous les gens qui viennent me parler sur les recherches que j'avais entreprises à la demande de Pierre Jovanovic, personne n'a lu le bouquin. Résultat, tout le monde parle encore de Pompidou-Rothschild. Pompidou y est pour rien, Rothschild non plus. Tout le monde parle de la loi du 3 janvier, alors qu'en elle-même, elle n'aurait rien changé, ce que je dis. Et qui est tout un processus qui est passé de la gestion étatique de la dette à une gestion marché de la dette. Bon. Et malheureusement, le changement de gestion de notre dette s'est retourné contre nous.
et ça, Giscard en est coupable, mais Delors en est coupable par la Banque universelle, par la directive Delors-Lamy sur la libéralisation des marchés de capitaux est un acte criminel, et ensuite, tous ceux qui ont décidé de notre désindustrialisation, et quand... Parce qu'il n'y a que deux questions qui comptent dans la dette. Qui la possède, est-ce que vous pouvez la soutenir? Bon. Qui la possède? Avant, c'était beaucoup les étrangers. D'un côté, la crise de 2008 nous a permis de la renationaliser pas mal. D'où l'hypothèse de la dette perpétuelle. Tout le monde sait que la dette ne sera jamais payée. D'ailleurs, on la paierait, les marchés de capitaux s'effondreraient. Donc merde, arrêtez. La seule chose, c'est que nous avions un choix. Soit on allait vers la gestion marché, soit on allait vers plus de démocratisation de la dette, entre autres, ce qu'avait donné le CNR. Ce qui a permis la moyennisation de la société. Nos grands-parents avaient des bas de laine, de bons du Trésor, de bons EDF, de bons machins, de bons trucs. C'est ce qui a payé l'équipement de la France. Entre autres, pas que ça. C'était le circuit du Trésor. Il va falloir repenser un circuit du Trésor, point. Il va falloir repenser la participation. C'est-à-dire, grosso modo, pour éviter d'aller au bout de la logique de la démocratie, au bout de la logique républicaine et au bout de la logique gaullienne, c'est-à-dire d'aller vers la démocratisation même de la structure entreprise pour qu'elle soit prête face au monde dangereux qui arrivait en termes de guerre économique, eh bien, on a préféré la finance, on a préféré faire de l'argent avec du rêve. C'est quoi la finance? La finance, c'est un commerce de promesses. Tout ça, c'est du vent. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de prendre en compte le problème écologique, on a refusé de prendre en compte la fin de la société de consommation. Je suis désolé, en Occident, je mets de côté Guevara, machin, etc., je mets de côté les rouges, ce soit dit sans méchanceté. Hein. En Occident, il n'y a qu'un seul homme, avec De Gaulle, qui sait que la société de consommation va se casser la gueule. Ah oui, quand tout le monde a 2 bagnoles, ils vont pas en acheter une 3e pour tes beaux yeux. La société de consommation, c'est une société de besoin. On va pas acheter un 2e lave-linge pour te faire plaisir, ou parce qu'il faut faire marcher l'industrie France. Bon. Donc, le type de croissance qui était celui de 45 a vécu. De Gaulle le savait. Bon, un manque de peau, on a préféré... quand les banquiers nous ont dit, nous, on peut vous garantir du 5% de croissance, avec du vent. On a fait du vent. Quand le vent a tourné, parce qu'une économie financiarisée, donc une économie de grande rente, c'est une économie de bulle et de crise. Au choix. Au choix. On a fait un choix. Moralité, aujourd'hui, nous avons des retours à la collectivisation par la finance. Je vous donne un exemple très précis. Sur le marché de l'immobilier, aujourd'hui, beaucoup de propriétaires cherchent des colocations. Pourquoi? Pour pouvoir augmenter les prix. Donc on retrouve l'habitat collectif comme en Union soviétique. Eh oui. Tout simplement parce que l'Union soviétique, Moshe Lewin le disait très bien, c'est une manière comme une autre d'accumulation du capital. C'est une économie de marché, l'économie soviétique, contrairement à ce qu'on dit. Comme une autre. Donc voilà, nous arrivons à la fin d'un système et nous nous reposons les mêmes questions que la critique gaulienne, ou même d'ailleurs certains gauchistes, Castoriadis et d'autres, ou des gens comme Serge Moscovici, pas son dégénéré de fils, le père, ou comme Latouche, ou comme d'autres, se posaient des années 70. Donc résultat, on a perdu 40 ans. On a perdu 40 ans, bravo. On a perdu 50 ans. L'Occident, en toute matière, que ce soit en matière militaire, en matière diplomatique, etc., s'est arrêté de penser dans les années 70. Maintenant, il va le payer. Il faut se remettre à penser. Dernière question en politique intérieure, on vous demande votre avis sur la politique de la France en Antarctique. Fondamentalement, on a Terra Delli, etc., mais fondamentalement, on a peu de... Objectivement, ce qui compte dans la politique des pôles, c'est 2 choses. Premièrement, les voies maritimes qui se dégagent par l'évolution naturelle ou artificielle des pôles, c'est-à-dire soit par le réchauffement climatique ou autre chose. Deuxièmement, ce qui compte dans les pôles, c'est un double, c'est ce qu'il y a sous la glace, de positif, donc des ressources, ou de négatif. Par exemple, des épidémies gelées. C'est-à-dire qu'il y a des types de bactéries qui sont emprisonnées dans la glace, personne ne sait ce qui arrivera quand elles seront libérées. Donc, nous, notre politique, c'est de veiller, premièrement, à la gestion commune de ce bien commun mondial, avec, s'il doit y avoir des partages, que nous n'en soyons pas exclus, mais surtout que personne ne manipule ce territoire, qui est un territoire hautement sensible et avec des répercussions collectives extraordinaires, je pense particulièrement en termes d'extractivisme,
le connard qui se mettra à faire des trous dans la glace pour trouver des trucs, je pense que notre boulot, mais malheureusement, pour ça, faut éviter l'aspect, disons, homo festivus de notre actuel locataire, c'est d'appeler au calme. Malheureusement, il n'est pas doué pour. Très bien, bah, écoutez, on passe à la partie politique extérieure de manière assez rapide, puisqu'on a quelques points. On vous demande un point sur le Venezuela, qui a beaucoup fait l'actualité, notamment Vé- face à la réaction de Macron. Venezuela, premièrement déjà que Macron la ferme. Mais à un moment, non mais, vous voulez quand tu fracasses ta propre population, tu as l'obligeance de fermer ta gueule. Ouais, Tu vois je veux pas être méchant, mais si tu veux, moi je veux bien, mais et si Bachar el-Assad faisait un communiqué de soutien aux Gilets jaunes, excuse-moi, hein, Bachar el-Assad est quand même plus populaire en Syrie que Macron l'est en France. Hein. Excuse-moi. Hein. Bon, donc point barre. Et puis surtout, revenir à une logique saine, qui est la logique, on reconnaît des États, pas des gouvernements. Je reviens sur le cas vénézuélien, je n'ai rien à dire de plus que l'analyse que j'avais fait aujourd'hui. Ce que veut l'Amérique et en face d'ailleurs des pays émergents, je vous signale que tous les pays émergents, Chine, Russie, etc., sont derrière Maduro. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'Amérique veut avoir le premier producteur mondial de pétrole qui est à 3 jours de mer de ses côtes pour éviter d'être dépendant du Golfe qui est à 30 jours de mer. Très simple. Ensuite, que Nicolas Maduro ait fait des erreurs et que Chavez ait fait des erreurs, certainement. Après, pour moi, les juges de paix là-dedans, c'est les chiffres onusiens. Qu'on le veuille ou pas, le chavisme a sorti des millions de Vénézuéliens de la pauvreté. Alors après, on me dira, oui, mais c'est un régime corrompu. Vous connaissez une économie avec de fortes ressources primaires qui ne soit pas corrompue ? Ah oui, enfin, il y a quand même un peu la Grande-Bretagne et la Norvège. Je vous rappelle que la Norvège ni la Grande-Bretagne ne reposent exclusivement sur leurs ressources. D'accord ? Le pétrole pourrit tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle en Amérique latine l'excrément du diable. Le pétrole pourrit tout. C'est comme les pays qui malheureusement ont de la coca. C'est comme les pays qui malheureusement ont des métaux. Voilà, ça pourrit tout. Or, et je suis désolé, Nicolas Maduro a été élu, il doit partir. S'il doit partir, ce qui appartient uniquement aux Vénézuéliens, il doit partir par les urnes. Et pas parce que... Ou alors je le dis sincèrement, Vladimir Poutine, demain, reconnaît Gérard Larcher, président du Sénat, comme président. Pourquoi pas, hein, Bibendum, il serait content. Hein. Bon, faut dire, la cantine du Sénat étant la meilleure de la République, je suis pas sûr qu'il ait envie de quitter sa cantine. Mais, non mais, demain, Xi Jinping dit, tiens, j'ai lu le bouquin de Pierre de Villiers, c'est pas terrible, mais c'est toujours mieux que Révolution. Je décide que c'est lui maintenant mon interlocuteur en France, on fait de quoi ? Non mais, vous comprenez, quand on met à mal l'ordre international, ce que ça veut dire ? Tiens, je me souviens d'un essayiste, un philosophe qui avait surnommé André Comte-Sponville Dédé la branlette. Si tu veux, tiens, vous prenez le Dédé la branlette de n'importe quel pays. Tiens, toi, je te reconnais comme président. Si, toi, qui tiens la porte là, toi. Non mais, vous voyez le problème ? Tiens, Casta, tiens. Et puis Dédé la branlette, ça lui va bien. Tiens, c'est toi. Non mais, vous rendez compte jusqu'où on va aller dans ce sketch ? Je suis assez content d'ailleurs que la force soit en train de partir d'Occident, parce que là on est en train de dégénérer au sens, si vous voulez, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de sortir du genre. Dégénérer, ça vient de là. À un moment, les émergents vont nous remettre dans le droit chemin. Faut quand même que tout se calme. Et le Venezuela, la question c'est alto fou. Voilà. Ensuite, le Venezuela vit très simple, une crise qui est due à la destruction de ses moyens d'approvisionnement, ce que les Américains ont fait au Nicaragua et ce qu'ils ont fait contre Allende. À un moment, et malheureusement, Trump, qui est adulte sur bien des choses, ne l'est pas sur les restes de la doctrine Monroe, il devait bien donner un os à ronger aux néoconservateurs. Je pense qu'il faut libérer l'Amérique latine. On me dit, le socialisme vénézuélien n'est peut-être pas viable. Peut-être. C'est leur vie. C'est leur histoire.
Ça ne vous appartient pas. Un jour, il faudra quand même que vous compreniez que vous n'êtes pas partout chez vous. Parce qu'un jour ou l'autre, il y aura même une puissance latino-américaine qui vous la fera fermer. Parce que si votre but, c'est de faire une sorte de guerre métaphysique internationale de la droite contre la gauche, et donc, résultat, vous avez aidé qui? Bolsonaro. Moi, j'ai dit, Bolsonaro, c'est pas moi. Moi, je n'ai rien à dire sur ce Bolsonaro, c'est le chef d'État légitime d'un pays souverain. Par contre, je suis vraiment pas sûr de l'état du Brésil après 5 ans de ce type-là. Vous en assumerez pas les conséquences, comme tous les lâches. Je vous demande un point également sur le Brexit avec l'accord de l'Union européenne à la Commission. La tentative de trahison de Theresa May a terminé en eau de boudin. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas assez trahi aux yeux des traîtres et trop aux yeux des patriotes. Donc résultat, elle s'est lamentablement viandée. Donc je pense que le mieux qu'on pourrait faire, je rappelle que il y a maintenant 3 scénarios. Soit no deal, c'est-à-dire le meilleur pour la Grande-Bretagne. Tous les indicateurs de la Grande-Bretagne sont au vert, donc je ne comprends pas très bien. Alors oui, vous avez la City qui gueule un peu, oh là là, mais la City, même. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on devait avoir des flots de banquiers de la City qui arrivent à Paris. Moralité, il y en a moins d'une centaine d'arrivées. Même ça. Même les rentiers n'ont pas voulu quitter Londres, pour vous dire à quel point. Ils sont terrorisés. Oh, je pense tout simplement que la City, c'est très bien. Et d'ailleurs, l'Union européenne le sait aussi, vu qu'elle a fait un document qui est accessible sur le site, je crois, de la Commission, sur le cas de no deal, où il dit bien que ce ne sera pas une catastrophe. Donc de quoi on parle? De quoi on parle? La Grande-Bretagne. Le vrai problème qui se pose, c'est que veulent les eurocrates. Les eurocrates veulent que l'Angleterre soit à genoux. Le problème, c'est que ce que les V1 et les V2 n'ont pas réussi à faire, Michel Barnier ne le fera pas. Michel Barnier est à mettre dans le même type de calamité que les V1 et les V2. D'ailleurs, ce sont tous des produits allemands, ça ne vous aura pas échappé. Mais malheureusement, il n'y arrivera pas. Tu n'y arriveras pas, Michel. Tu n'y arriveras pas pour une raison, c'est que la Grande-Bretagne a des moyens de rétention. Tu crois sincèrement que les banques allemandes, qui sont aussi pourries que ton programme politique, et qui sont toutes exposées sur la place de Londres, ont envie de se prendre une glace-toast, vu l'état des banques allemandes? Tu crois sincèrement que la France, dont le seul pays, disons, rentable en termes de rapports commerciaux sur le continent, est le rapport franco-britannique, qui nous sont favorables, tu crois sincèrement qu'on ait envie que ça se casse la gueule? Et que notre seul excédent se casse la gueule? T'es sûr de toi? Bon. La Grande-Bretagne a toutes les cartes en main, le seul problème c'est que Theresa May a essayé de s'aborder le Brexit, elle a lamentablement échoué. Et que si on allait aux élections générales, les conservateurs sont toujours devant. Alors ce serait pas Boris Johnson qui est trop... Alors l'excentricité n'est pas un problème dans la vie politique britannique, mais quand vous faites appel à un vrai excentrique, c'est Churchill en 40, c'est-à-dire que personne ne veut y aller. Mais par contre, ça peut être des Brexiteurs modérés. Des Brexiteurs modérés, c'est-à-dire des gens qui assument le no deal sans exubérance, comme Boris Johnson, qui est un personnage assez attachant. Me disait encore mon ami John Lockland, qui le connaît bien. D'ailleurs, ça se voit que c'est un gentil garçon. Et puis un homme dont le seul argument électoral, quand il était, je crois, la mairie de Londres, c'est votez pour moi, vous en aurez plus dans le pantalon, c'est quand même rigolo. Donc voilà. Le gros problème, c'est que là, c'est le titre du prochain blockbuster de l'été. Theresa May a 60 jours pour trahir. Sinon, ce sera no deal. C'est très bien. La Grande-Bretagne s'en relèvera et créera un dangereux précédent. Et c'est ça que Berlin veut éviter. La seule chose, c'est... Je préfère être brexiteur en Grande-Bretagne que merkelien en Allemagne. Ça a plus de durée de vie. On vous demande un point également sur le traité d'Aix-la-Chapelle. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulaient, de propos... Alors, premièrement, c'est un traité dans lequel il n'y a pas grand-chose de normatif. La seule chose, c'est que les hypothèses qui sont émises sont terrifiantes. Asselineau, d'ailleurs, l'a très, très bien traité, donc je ne vais pas revenir en détail dessus. Mais en réalité, Macron est prisonnier de quoi? Lui, il aimerait tout donner au Bosch, parce que c'est un agent de l'Allemagne, point barre. Bon,
Voilà, c'est le Benoît Billon avait fait un excellent texte sur le blog de notre camarade de Castelnau que je salue. Voilà, je souhaite la victoire de l'Allemagne. Qu'Emmanuel Macron se méfie, parce que le dernier qui a prononcé cette phrase, ça s'est mal terminé pour lui. Il se fait huer d'ailleurs un peu. J'ai vu des images, je Non, crois, mais pour une raison c'est simple, ce sont deux cadavres politiques qui essayent, tu vois, alors l'Allemagne, elle, ne s'engage à rien, mais la seule chose, si tu veux, c'est qu'est-ce qui paralyse Emmanuel Macron? Les lois fondamentales allemandes, c'est-à-dire l'équivalent de la constitution allemande, qui interdisent au Bundestag de se dessaisir de sa souveraineté. Et oui. C'est-à-dire, grosso modo, pourquoi Emmanuel Macron donne pas tout aux Boches comme il l'aimerait? Pas parce que les Boches peuvent pas tout accepter. Grâce à la constitution que les Américains ont fait pour que l'Allemagne reste en dehors des clous, vu qu'à chaque fois quand même qu'ils ont un rhume inflationniste, ils sont obligés de buter 20 millions de gens, sinon ils se sentent pas bien. Donc on a les Prozac qu'on peut, hein. Mais bon, voilà, Emmanuel Macron voit... Mais au passage, qui parle d'Europe ment, disait Bismarck, et n'oubliez jamais que le terme Europe pour un Allemand, c'est l'équivalent de ce que les Anglais appellent le Commonwealth. Voilà. Donc, maintenant, vous lisez le traité d'Aix-la-Chapelle, après vous pouvez me dire, l'Allemagne n'a pas envie de nous détruire. Moi j'y vois fragmentation territoriale, destruction de notre diplomatie, destruction de notre armée, ça fait beaucoup pour des gens qui nous veulent du bien. S'il n'y avait pas un film comme ça, Angie, un ami qui vous veut du bien? Harry. Ah, Harry, avec oui. Clint Eastwood. Oui, donc voilà. Non, il y a voilà, quand est-ce qu'on va comprendre que l'Allemagne, et c'est d'ailleurs malheureusement l'un des seuls buts de leur existence aujourd'hui, c'est la domination, et que nous n'avons plus rien, fondamentalement c'est pas qu'il n'y a pas de couple ou machin de conneries, c'est que nous n'avons plus rien à nous dire. Point. Bon, ben, on n'a plus rien à se dire. On termine cette partie politique extérieure avec un point sur le Niger. Ouais, les Américains, alors ça, le camarade Clément Nguyen serait bien mieux pour répondre à cette question, vu qu'il est à la fois l'un des grands spécialistes et de l'Afrique et de la politique extérieure américaine. À vrai dire, les Américains sont en train de construire des bases lourdes au Niger. Pourquoi? Avant tout parce que ce qui compte dans le Niger, c'est le sous-sol et la position régionale. Mais de toute façon, n'oubliez pas que l'Amérique veut, et d'ailleurs, je le dis, je ne trahis pas de secret, vous aurez bientôt aux éditions Bernard Jovacangeli un livre extraordinaire, qui est le premier livre de Clément Nguyen, donc, qui sera là en mars ou en avril, mais ça je vous en reparlerai en long, en large et en travers, sur la stratégie américaine en Afrique face à la Chine. Juste un point, parce qu'il y a aussi un autre dossier en politique étrangère, j'en profite en 2 minutes, qui touche à l'Afrique. Nos amis italiens, qui ont renoncé à toute souveraineté et qui se sont aplatis devant les Boches, utilisent leur francophobie, utilisent sur le cas du franc CFA. Alors premièrement, étant l'éditeur d'un des premiers économistes opposants au franc CFA il y a près de 50 ans, hein, on est presque en 2020, il a commencé dans les années 70, hein, c'est Norman Palma, donc j'en parle tout à loisir. Premièrement, je ne suis pas sûr que l'Italie ait des leçons de politique africaine à donner à la France. Je vous rappelle l'affaire du Négus d'Éthiopie. Et surtout, je vous signale une chose, c'est que là, pour le coup, ils sont de plus en plus néofascistes dans le pire des sens du terme. C'est-à-dire qu'ils renoncent à leur conquête sociale. En plus, ils renoncent à leur indépendance militaire, parce que je rappelle que 5 étoiles voulait sortir de l'OTAN, je pense que c'est définitivement rompu. Ils retournent à une politique africaine, parce que l'Italie investit beaucoup en Afrique pour essayer avant tout de prendre des places qui pourraient être celles de la France. Et je rappelle que quand l'Italie s'est occupée des affaires des Africains, ça n'a pas été beaucoup mieux que la France et l'Angleterre, hein, je vous rappelle quand même. Et dernier point, taper sur la France et retourner en Afrique quand on a les boules de s'opposer à Berlin, ça ressemble de plus en plus au Duce. Faudrait pas que ça se termine au bout d'un crochet. Très bien, on passe à la partie économie. On a 2 petits points à aborder. Celui du shutdown d'ailleurs, enfin en premier aux États-Unis. C'est le premier gros revers de Trump. Ce qui est très drôle d'ailleurs qu'il ait cédé, parce que les employés du civil servant américain ne sont pas nécessairement ses électeurs, mais je pense que son sens à la fois
pas nécessairement son sens de l'État, mais même son sens de l'État, mais surtout le fait que la présidentielle aux États-Unis va arriver vite maintenant, hein, c'est 2020. Hein. Donc la seule chose, c'est que ça lui fait renoncer à une promesse de campagne qui est celle du mur. Ensuite, ça peut être un mal pour un bien. Trump a déjà fait beaucoup sur l'immigration. Sinon, il n'y aurait pas... ça, plus le protectionnisme trumpien, ça fait l'augmentation des salaires nominaux. Au passage, la force de Trump, vous me direz, Trump a un plus grand excédent avec la Chine encore cette année. Comment il fait alors qu'il est protectionniste? Clément Nguyen l'avait très bien dans la très bonne page du cercle Jean Bodin, à laquelle je vous renvoie, avait très bien dit. Oui, l'Amérique a plus d'excédents, mais elle a aussi beaucoup plus de recettes. Et oui, vous avez mis des droits de douane entre-temps. Donc d'un côté, l'Amérique, là maintenant, n'est pas... Parce que quand vous n'avez pas de droits de douane et que vous êtes face à un pays comme la Chine, c'est perdant-perdant pour vous. Là, c'est un peu perdant, mais en partie gagnant, car vous avez des rentrées qui peuvent vous permettre de réinvestir dans votre appareil productif. Bon. Et en même temps, en même temps que cette politique protectionniste, il a fait quand même une lutte contre l'immigration qui est assez efficace. Donc d'un côté, je ne dis pas que le mur est superflu, de toute façon d'ailleurs, quand bien même je le dirais, ça n'a aucune portée. Donc c'est chez eux. Mais le gros problème, c'est que la structure de référendum national n'existe pas aux États-Unis. Il y a des référendums locaux très souvent, mais des grands référendums nationaux, c'est très rare dans la vie politique américaine. Donc, ce serait le seul moyen que Trump aurait pour court-circuiter le Congrès. Mais je ne suis pas sûr qu'il en ait les possibilités constitutionnelles. Un internaute vous demande comment concilier l'horizon mondial de la France et l'aspect de plus en plus localisé de sa croissance économique. L'aspect de plus en plus localisé de sa croissance économique, c'est-à-dire son aspect dans les grandes villes et urbains, oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Si vous voulez, la, la croissance de la France, objectivement, je pense déjà que croire que la notion de croissance va tout sauver est déjà dans un débat dépassé. Ce qui est important, c'est quels sont nos centres de puissance pour aller vers à la fois la protection de notre territoire et de notre population, la protection de notre mode de vie et la projection de puissance extérieure. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Le terme de croissance, de toute façon, ne sauvera plus grand monde longtemps. Très bien, bah écoutez, on termine ce grand entretien et on vous dit au mois prochain. À bientôt. Merci.